Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Les dirigeants du G20 se sont réunis pour un sommet de 2 jours, les 15 et 16 novembre, organisé à Bali sur le thème « Se rétablir ensemble, se rétablir plus solidement ». En amont du sommet, Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés pendant 3 heures. Ce déplacement constituait la première visite hors de Chine de Xi Jinping depuis le début de la pandémie de Covid-19. De son côté, le président russe Vladimir Poutine n'a pas participé au sommet du G20 où le représentait son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Un sommet qui se déroulait sous le double signe de la guerre en Ukraine et du face-à-face sino-américain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près les avancées du sommet de Bali et ce qu'elles signifient pour la politique au Moyen-Orient. Nous essaierons de voir qui sont les gagnants et les perdants à l'issue de ce sommet. Quel a été le poids de la rivalité sino-américaine? En quoi cela affectera-t-il les alliés des États-Unis au Moyen-Orient? Et quelle attention y a été portée aux questions qui préoccupent les pays en développement, telles que l'aide alimentaire et économique? Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. David Schenker, ancien sous-secrétaire d'État américain pour les affaires du Proche-Orient. Il est aujourd'hui chercheur principal au Washington Institute for the Near East Policy et responsable du programme des politiques arabes au sein de cet institut. De 2018 à 2021, il a travaillé en étroite collaboration avec l'administration du président Donald Trump sur le dossier de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Il a été le premier responsable officiel américain à se rendre dans les provinces du sud du Maroc, où il a visité les villes de Laayoune et de Dakhla. Il a également été haut fonctionnaire au Pentagone, chargé des affaires du Moyen-Orient et du Levant. Monsieur Schenker est un écrivain de renom et analyste politique, spécialiste des questions arabes. Mais avant d'entamer le débat avec notre invité, nous commencerons notre discussion avec notre chroniqueur George Landry. George, le président Biden s'est rendu en Indonésie directement après les élections américaines de mi-mandat qui ont débouché sur une victoire inattendue de son parti. Une victoire qui a surpris tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. De plus, il est intéressant de voir que le président chinois Xi Jinping s'est également rendu en Indonésie seulement 3 semaines après avoir obtenu un 3e mandat présidentiel et avoir été reconduit au poste de secrétaire général du Parti communiste. En fait, les deux dirigeants ont fait preuve d'une flexibilité et d'une volonté remarquables pour surmonter les différences. À cet égard, j'ai 2 questions à vous poser. Voyez-vous des signes d'une certaine désescalade entre les 2 grandes puissances économiques mondiales? Et que signifie pour vous l'absence d'une condamnation commune vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Well, as always, Adam, you ask the very best questions. I have to admit, they're really probing and I think right on point. While I thought some of the outward news from the meeting of President Xi Jinping and President Biden was positive, I don't know that I put a lot of stock on that. And I think part of the reason for that is it's very clear to me that the communist regime in China has a long-term plan that they're executing. And they've been executing and they continue to execute. And so part of the Comme d'habitude, Adam, vos questions sont très importantes et bien ciblées, alors que je pensais que les avancées du face-à-face entre Joe Biden et Xi Jinping étaient positives. Je ne pense pas avoir eu raison, puisqu'il est clair que l'idéologie communiste chinoise est en train d'élaborer un plan d'action de grande envergure. Le régime chinois continue de mettre en œuvre ce plan d'action. D'ailleurs, une partie de ce plan consiste à hypnotiser la communauté internationale en poursuivant, dans une certaine mesure, les mêmes politiques chinoises. J'espère que nous ne serons pas trompés par l'apparence des choses, mais il faut regarder la profondeur des actions chinoises, car elles reflètent ce à quoi elles aspirent, j'espère
j'espère également que notre administration et notre communauté du renseignement s'en apercevront. Concernant votre deuxième question relative à la Russie, je ne pense pas que la Chine veuille voir la fin de la guerre en Ukraine, car cela l'aide à détourner l'attention du monde de ses actions. Moi, personnellement, je considère la Chine comme l'acteur le plus malveillant du monde. Elle profite des instabilités partout dans le monde et elle aide la Russie à contourner les sanctions internationales. Une politique chinoise très machiavélique aux yeux de notre chroniqueur George Lundwitz. Je me tourne à présent vers vous, David. J'aimerais connaître votre opinion sur ces questions, car certains analystes vont jusqu'à dire que les États-Unis tentent de courtiser la Chine afin d'isoler la Russie. Pensez-vous que cela soit vrai? Et quel est votre message aux dirigeants mondiaux qui refusent de soutenir l'Ukraine? Cela nuira-t-il à leurs relations avec les États-Unis? Merci Adam de m'avoir invité. Je pense que la Chine joue un rôle très négatif et sans aucun doute, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont peur de ce que la Chine peut faire. D'ailleurs, en marge du sommet du G20, le président chinois Xi Jinping avait reproché à son homologue canadien Justin Trudeau d'avoir fait fuiter à la presse le sujet d'une conversation. Malgré un sourire de façade, le ton franc de Xi Jinping pourrait refléter l'état des relations entre les deux pays. Ainsi, de nombreux pays estiment positivement leurs relations commerciales avec la Chine et apprécient l'ampleur de l'économie chinoise. Et par conséquent, ils adhèrent à la plus grande prudence contre l'isolement de la Chine, car cela a des conséquences désastreuses, contrairement aux relations de ce pays avec les États-Unis. Car s'il y a un problème avec un certain pays, Washington le montre de plusieurs façons. Quant à la Chine, elle traque ses adversaires et les punit d'une manière que les États-Unis ne font jamais. Je pense donc que l'administration du président Biden n'a pas demandé aux pays de choisir entre les États-Unis et la Chine, mais souhaite, sur certains sujets, que leurs partenaires se fixent des lignes rouges. En fait, j'ai lu récemment un article en provenance de Manama et qui faisait référence, alors que le président Biden était en Indonésie, à la visite au Bahreïn de son secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de politique de sécurité, Colin Kahl. Celui-ci s'exprimait lors d'un sommet sur la sécurité en disant des choses importantes sur les relations sino-américaines au Moyen-Orient. Il expliquait, comme vous venez de le mentionner, que les États-Unis ne demandent pas à leurs alliés du Moyen-Orient de ne pas avoir de relations avec la Chine et qu'ils ne devraient pas avoir à choisir entre la Chine et les États-Unis. Par contre, Colin Kahl estimait que ces relations avec Pékin, lorsqu'elles franchissent certaines limites, se transforment en menaces sécuritaires pour les États-Unis. Puis il a ajouté qu'il faut être clair sur les intentions de la Chine dans la région du Moyen-Orient, car Pékin n'est pas intéressé par des alliances mutuellement bénéfiques et n'a pas l'intention ou la capacité d'intégrer une structure de sécurité régionale. La Chine ne se soucie que de ses propres intérêts et de ses relations commerciales et géopolitiques, alors que notre approche aux États-Unis est totalement différente. Nous voulons structurer le volet sécuritaire de la région pour maintenir l'autonomie de chaque pays. Oui, je comprends qu'il y ait des tentations, mais la Chine n'a pas la capacité d'unir la région contre l'Iran. Au contraire, la Chine est son allié et n'a jamais garanti la stabilité de la région. David, vous connaissez Colin Kahl et je suis sûr que vous êtes en désaccord avec lui sur beaucoup de choses. Mais sur ce point, partagez-vous sa vision de la politique de la Chine au Moyen-Orient? Et dans quelle mesure pensez-vous que les relations de la Chine dans la région nuisent aux intérêts américains? Et enfin, qu'attend la Maison-Blanche de nos alliés arabes? Écoutez, Colin Kahl a tout à fait raison dans ce qu'il a dit, et je suis totalement d'accord avec lui sur ce point.
Lorsque j'étais sous-secrétaire d'État pour les affaires du Proche-Orient, je passais environ 25% de mon temps à travailler sur des questions liées à la Chine, au Moyen-Orient. Car si vous voulez endiguer la marée chinoise et entrer en concurrence avec de grandes puissances comme la Chine, vous ne pouvez pas faire cela simplement en allant en Asie et en y déployant vos forces. Mais vous devez vraiment rivaliser avec la Chine sur le terrain dans toutes les régions du monde. Et l'une de ces régions très importantes est le Moyen-Orient. De ce fait, j'ai fait exactement comme Colin Kahl et j'ai dit à nos partenaires qu'ils n'avaient pas à choisir. Car nous comprenons très bien que la Chine est un partenaire commercial de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis dans le domaine de l'énergie et autres, Israël aussi. Mais vous ne pouvez pas importer la technologie 5G de la société chinoise Huawei et participer en même temps au programme de modernisation des avions de chasse. Ce sont deux choses que vous ne pouvez pas combiner. Et ici, vous devez choisir, parce que vous allez mettre en péril notre sécurité nationale. Et en ce qui concerne la coopération stratégique avec les États-Unis, il y a certaines lignes rouges. C'est une attente logique de la part de nos partenaires arabes, qui attendent beaucoup de nous concernant leur défense et nos engagements à leur égard. Parfait, c'est très intéressant. Alors après une courte pause, nous entendrons la réponse de David à la question suivante. Quelles sont les réactions de nos alliés arabes lorsqu'on leur demande de ne pas coopérer avec la Chine en matière de communication et de technologie de défense avancée? Nous avons constaté que la vente d'avions F-35 aux Émirats arabes unis a été suspendue en raison de leur coopération dans le domaine des communications avec la Chine. Et il y a d'autres pays qui pourraient être tentés de suivre le même chemin, même si cela n'est pas dans leur intérêt. Alors nous en parlerons après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre édition d'aujourd'hui, de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur les avancées du sommet du G20 de Bali, l'équilibre des pouvoirs entre les États-Unis et la Chine, et comment cela affecte nos alliés arabes. Avant la pause, je demandais à notre invité David comment nos alliés arabes devaient réagir face au choix qui leur est offert entre avoir accès aux technologies de communication chinoises ou obtenir des avions de chasse de 5e génération des États-Unis. Nous vous écoutons, David. Cela a eu deux effets opposés, comme vous l'avez mentionné avec les Émirats arabes unis, où l'épine dorsale du système de communication est devenue la 5G de la société chinoise Huawei. Et ce système ne fonctionne pas avec le programme visant à moderniser les anciens avions de chasse par des avions plus sophistiqués. Il s'agit d'un engagement que le président Trump a pris envers les Émirats arabes unis et ne sera pas tenu parce que tous les autres pays partenaires de l'OTAN inclus dans le programme de remplacement des avions ont exclu Huawei dans leur système de communication. Il y a d'autres pays qui ont pris conscience de la sensibilité de la question compte tenu de l'état des relations bilatérales, comme l'Arabie saoudite, qui a entamé des discussions avec l'administration Biden pour profiter de la technologie 5G et 6G des États-Unis. Et même avec Israël, il y a eu des négociations longues et difficiles sur cette question. Car au début des années 2000, nous allions vendre les systèmes d'alerte avancés du modèle Phaeton, mais l'accord n'a pas vu le jour. Israël a conclu de nombreux accords avec la Chine et pendant l'administration Bush, le directeur général du ministère israélien de la Défense était considéré comme persona non grata. Il ne pouvait plus venir au département américain de la Défense et il a été licencié à cause des relations militaires avec la Chine. Mais aujourd'hui, je pense qu'Israël respecte nos lignes rouges. En fait, la question ici ne se limite pas à la technologie 5G du Huawei, mais s'étend plutôt au domaine industriel qui a d'énormes applications militaires ainsi qu'à d'autres types de technologies de pointe sur lesquelles nous discutons avec nos autres partenaires de la région.
Parfait. Et élargissons maintenant les perspectives géopolitiques. Lors de son discours au sommet du G20 de Bali, le président chinois a critiqué ce qu'il a décrit comme des politiques de groupe et la confrontation entre blocs. D'ailleurs, Xi Jinping et Vladimir Poutine avaient déjà auparavant dénoncé ce qu'ils appellent les velléités de domination unipolaire et de leadership américain dans la prise de décision internationale, appelant à la promotion d'un esprit d'indépendance, d'ouverture et de coopération dans un monde devenu aujourd'hui multipolaire. Pensez-vous que ces critiques soient fondées? Lorsque vous étiez sous-secrétaire d'État américain pour les affaires du Proche-Orient, pensiez-vous que certains pays n'appréciaient pas le leadership des États-Unis et qu'en conséquence, ils ont commencé à développer des relations parallèles et stratégiques avec une autre puissance mondiale? C'est une excellente question. Je pense que le président chinois se plaint de ce qu'il appelle la politique des blocs, ce qui est une plainte injuste en fait, puisque c'est lui qui pratique cette politique, comme c'est le cas dans le bloc des BRICS et le bloc du Brésil, de l'Inde, la Chine et la Russie, pour s'opposer à des alliances de longue date telles que l'OTAN ou d'autres alliances commerciales. La Chine est impliquée dans les politiques des blocs, ce qui est clairement évident dans le sommet du G20, où la Chine a collaboré avec l'Inde et l'Indonésie pour arrêter la condamnation du G20 de l'invasion russe de l'Ukraine dans une formulation claire et franche. En ce qui concerne la méfiance des pays arabes vis-à-vis des États-Unis, il n'arrive pas que les États-Unis soient moins forts, mais je pense que c'est à cause de l'inquiétude de ces pays que les États-Unis ne soient pas si forts ou déterminés à devenir le principal acteur international qui rassure les pays du monde de la survie et de la continuité des règles du système mondial et utilise la force appropriée pour maintenir cela. Que ce soit sous la forme d'empêcher la prolifération nucléaire avec l'Iran, qui est l'une des raisons pour lesquelles les pays du Moyen-Orient se méfient des États-Unis, ou parce que la raison de l'inquiétude est que les États-Unis n'empêcheront pas la Chine ou d'autres acteurs de faire de mauvaises actions dans la région, et c'est pourquoi bon nombre de ces pays sont prudents dans leurs relations avec les États-Unis. C'est une observation qui clarifie cette question. La raison n'est pas que les États-Unis sont moins forts, mais qu'ils ne sont pas assez forts. Maintenant, j'ai une question à vous poser à propos de la Russie. Récemment, j'ai vu des images de manifestants maliens qui brandissaient une banderole remerciant le groupe Wagner lors d'un rassemblement à Bamako. On voit aujourd'hui que la Russie a réussi à développer ses relations avec certains pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, comme l'Algérie, à qui elle vend beaucoup d'armes, et la Libye, où Moscou alimente le conflit. Certains régimes africains ont bénéficié du soutien de la Russie pour se maintenir au pouvoir. À travers ces actions, la Russie semble vouloir déstabiliser la région, mais les États-Unis en font-ils assez pour l'en empêcher? Cela représente un véritable défi de la Russie aux règles de l'ordre mondial, car Moscou a déployé des forces de mercenaires russes armés, entraînés et dotés d'armes pour aider à intervenir dans les conflits tout en niant ça. La Russie met ainsi le doigt sur l'équilibre des conflits et joue un rôle majeur en Libye et surtout le continent africain, et dans une certaine mesure en Syrie, où des mercenaires commettent des atrocités. Lorsque j'étais au département d'État américain, j'ai exhorté les pays européens à classer les mercenaires russes de Wagner comme une organisation qui devrait être sanctionnée pour violation des droits de l'homme et violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
an organization that should be sanctioned for a broad number of reasons, whether it's human rights abuses, whether it's just operating outside of the violating UN Security Council resolutions. Mais tout ce que j'ai entendu à maintes reprises de ces pays, c'est que cela est énormément dangereux. Je crois que cette réticence européenne à tenir ce groupe Wagner et le Kremlin derrière, responsable de ces actions, a conduit à encourager Poutine à continuer à utiliser ce groupe jusqu'à ce qu'il déploie ses forces mercenaires en Ukraine, en tuant des civils innocents. J'ai une autre question concernant la Russie. Le sénateur Marco Rubio et 27 membres du Congrès américain ont déclaré que si les accords d'armement se poursuivent entre la Russie et l'Algérie, nous parlons ici d'accords d'une valeur comprise entre 12 et 17 milliards de dollars concernant des armes parmi les plus sophistiquées et des avions de combat de 5e génération. Ces membres donc ont souligné que si ces accords étaient maintenus, les États-Unis devraient défendre leurs intérêts légitimes et sanctionner l'Algérie. Êtes-vous d'accord avec cela? Et pensez-vous vraiment qu'il sera nécessaire de sanctionner l'Algérie? Listen, I think there is just a real over-reliance on sanctions here in the United States. Écoutez, je pense qu'il y a en fait une dépendance excessive des États-Unis à l'égard des sanctions. Alors même si nous disons que nous sommes prêts à utiliser tous les outils de la puissance américaine, nous finissons souvent par utiliser les sanctions du département du Trésor. Donc si vous jouez le marteau d'arrache, votre problème sera le clou. Je pense que c'est exactement ce que fait le Congrès américain la plupart du temps, mais il faut examiner l'Algérie dans sa globalité. L'Algérie est en transition, alors qu'elle est attachée aux idées d'un passé anticolonial. Elle est en même temps en train de changer les lois et les codes d'investissement pour permettre aux entreprises étrangères d'opérer sur son territoire et détenir des participations dans des entreprises tout en conservant un pourcentage de 51%. En fait, l'Algérie est en colère parce que les États-Unis ont fait ce qu'il fallait faire en ce qui concerne la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Il peut y avoir d'autres moyens de persuader l'Algérie de se rapprocher des États-Unis, bien que nous ne souhaitions pas augmenter les ressources de la Russie pour le moment. Mais la question qui se pose, les États-Unis veulent-ils vraiment isoler l'Algérie? J'ai une question pour vous deux maintenant. Georges et David, à propos d'un autre volet abordé au sommet, à savoir celui des investissements étrangers. Il ressort du communiqué final du G20 un signal clair. Il faut prendre des mesures concertées pour faire avancer l'agenda et parvenir à une reprise mondiale forte et inclusive en tenant compte de l'importance de développer l'investissement public et privé dans les pays à revenus intermédiaires et en développement à travers des moyens et des instruments de financement innovants. Un tel soutien est important pour le Maroc et pour les pays du Sud touchés par la pandémie de Covid-19, le changement climatique et aussi par la guerre en Ukraine. Alors pouvez-vous nous parler des politiques menées par les États-Unis dans ce domaine? Je commence par vous, David. Well, traditionally, we've done USAID, right? We have given over 20 years. Cela se faisait généralement par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui pendant des années a donné au Maroc environ 65 millions de dollars et investi dans les domaines de la santé et de la création d'emplois. Mais le Royaume du Maroc a besoin plus de cela à cause de la détérioration de l'environnement et à cause de la pénurie d'eau et l'augmentation de la population. Il existe un accord de libre-échange qui va aider le Royaume du Maroc, mais ce dont nous parlons dans le cadre du sommet du G20, ce sont des investissements étrangers dans le domaine de la santé publique, des compensations pour les pertes environnementales. Cela devrait être avec de grosses sommes d'argent, non seulement des États-Unis, mais de tous les pays en développement, qui ont contribué de manière significative au réchauffement de la planète, au changement climatique. Georges, en 30 secondes, s'il vous plaît, qu'en pensez-vous?
Je suis plutôt d'accord avec David. Je pense que l'accord de libre-échange et la promotion des investissements étrangers est une très bonne idée, car des économies comme le Maroc sont des économies prometteuses, donc tout investissement est gagnant pour les deux parties, ce qui atténuera les problèmes. Chers téléspectateurs, nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Ce fut un échange très fructueux avec l'ancien sous-secrétaire d'État américain pour les affaires du Proche-Orient, David Schenker. Comme vous l'avez vu, connaît bien la région, a une longue expérience dans l'accompagnement des politiques de ces pays et dans les réponses aux politiques chinoises et aux manœuvres de la Russie. L'essentiel est d'aider les pays de la région à atteindre leurs objectifs et de privilégier les voies diplomatiques. Je retiendrai notamment de cette discussion en ce qui concerne l'Algérie que bien qu'il y ait des problèmes, il faut aussi parfois savoir brandir la carotte avec le bâton. Je tiens à remercier notre invité David Schenker. Merci également à notre chroniqueur Georges Lindritz. Merci à vous qui nous suivez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington.